I'm Tony Jha from Thailand and play Decha. This is really important for me. I can inspire from the Jackie Chan and Bruce Lee and Jet Li. Autrefois salué comme le sauveur du cinéma d'arts martiaux, Tony Jaa a fait irruption sur la scène comme une force de la nature. Sa puissance brute, ses cascades à couper le souffle et ses combats défiant la mort ont laissé le public en admiration. Il n'était pas seulement un combattant, il était un spectacle d'action vivant, un homme qui faisait de la gravité une simple suggestion. Mais ensuite, quelque chose a changé. Au sommet de son ascension fulgurante, il a disparu. L'homme qui semblait inarrêtable s'est soudainement retiré, laissant derrière lui une série de questions sans réponse. Était-ce le poids écrasant de la célébrité? Une trahison de l'industrie? Une décision personnelle choquante? Sa carrière, autrefois promise à la grandeur hollywoodienne, a pris un tournant que personne n'avait vu venir. Que s'est-il passé avec Tony Jaa, la légende qui défiait les lois de la physique mais ne pouvait échapper à son destin? La vérité est bien plus déchirante que vous ne le pensez. Restez avec nous, car cette histoire va changer à jamais la façon dont vous le percevez. Des débuts modestes à cascadeur. Tony Jaa, né Thatchakorn Yerom, a grandi dans la province rurale de Surin, en Thaïlande, où la vie tournait autour de l'agriculture et des traditions. Ses parents, Ren Sepech et Tondi Yerom, étaient des riziculteurs, lui inculquant les valeurs du travail acharné et de la persévérance. Cependant, les ambitions de Tony allaient bien au-delà des champs de riz. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par les légendes des arts martiaux qu'il voyait lors des foires de temple Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Leurs mouvements, leur puissance et leur narration ont allumé en lui un rêve, il ne voulait pas seulement regarder, il voulait incarner leur art. Contrairement à la plupart des enfants qui idolâtraient les héros d'action de loin, Tony s'entraînait activement pour imiter leurs mouvements. Il s'exerçait sans relâche dans les champs, répétant coups de pied, coups de poing et acrobaties jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Pour lui, les arts martiaux étaient plus qu'un simple combat, c'était une expression artistique de discipline et de précision. Son entraînement formel a commencé à l'âge de 10 ans lorsqu'il a débuté l'apprentissage du Muay Thai dans un temple local sous la direction de maîtres traditionnels. Sans installation sophistiquée, il s'appuyait sur sa détermination pure, développant l'endurance et les compétences qui définiraient plus tard sa carrière. En grandissant, il a commencé à participer à des combats locaux de Muay Thai, gagnant une reconnaissance dans sa communauté, mais il n'avait aucune intention de suivre le chemin traditionnel d'un combattant. Au lieu de cela, il voyait une opportunité de fusionner son expertise en arts martiaux avec le cinéma, tout comme ses idoles l'avaient fait avant lui. L'entrée de Tony dans le monde du cinéma s'est produite lorsqu'il a attiré l'attention de Pana Ritikre, un coordinateur de cascade et réalisateur mythique. Celui-ci a invité Tony à rejoindre son équipe de cascadeurs, réalisant que Tony possédait un talent brut non entraîné, complété par une ténacité inflexible, ce qui fut un moment décisif dans sa vie. Désormais déterminé à faire ses preuves, Tony a consacré les 14 années suivantes à travailler comme cascadeur, s'effaçant dans un travail exigeant et dangereux avec peu de reconnaissance. Il exécutait des cascades époustouflantes, y compris en doublant de grands acteurs et en sautant sur le dos d'un éléphant pour une publicité. Chaque cascade repoussait ses limites. Pourtant, il les relevait avec aisance, affinant ses mouvements pour préparer son grand moment. L'expérience de Tony en tant que cascadeur n'était pas seulement une question d'endurance physique, mais aussi une éducation dans la réalisation de films. Sous la tutelle de Pana, il a appris une grande variété d'arts martiaux, du Muay Thai au Taekwondo, en passant par le judo et l'aïkido, et il a également appris comment rendre l'action cinématographique. Contrairement à de nombreux artistes martiaux qui se convertissent plus tard dans leur vie, Tony avait été préparé pour des performances à l'écran dès l'enfance, il a appris à marier réalisme et artifice dans la chorégraphie d'action. Son approche intrépide des cascades à haut risque sans câble ni effets spéciaux le distinguait des autres, lui conférant une combinaison rare de talents dans l'industrie. Puis, après des années à repousser ses limites en coulisses, Tony Jaa a enfin eu son moment sous les projecteurs et quand il est arrivé, ce fut tout simplement explosif. L'ascension vers la célébrité mondiale. La sortie de ONG BAC, Muay Thai Warrior en 2003 a marqué un tournant dans la carrière de Tony Jaa, le propulsant d'un cascadeur inconnu à une sensation internationale des arts martiaux. Le film était différent de tout ce que le public avait vu auparavant, Tony réalisait lui-même chaque cascade, sans l'aide d'effets spéciaux, de câbles ou de doublures. Ses acrobaties défiant la gravité, ses frappes rapides comme l'éclair et ses techniques de coups de genoux et de coudes fracassantes ont captivé les fans d'action du monde entier.
l'énergie brute et viscérale de ONG Bak a établi une nouvelle norme pour les films d'arts martiaux, valant à Tony une reconnaissance mondiale. Il n'était plus seulement un combattant prometteur ou un cascadeur dévoué, il était devenu une figure de proue de la nouvelle vague du cinéma d'action. Suite au succès de ONG Bak, Tony a consolidé sa réputation avec son prochain grand film, Tom Yum-goong, sorti sous le titre The Protector aux États-Unis en 2005. Cette fois, il a repoussé encore plus loin les limites de la chorégraphie d'action, mettant en avant un style unique de Muay Thai inspiré des mouvements des éléphants. Le moment le plus emblématique du film, une séquence de combat ininterrompue de 4 minutes dans un restaurant, est devenue légendaire parmi les fans d'arts martiaux. Cette scène de combat en plan séquence a démontré non seulement la prouesse physique de Tony, mais aussi sa capacité à maintenir une action à fort impact dans un seul plan continu. Ces performances redéfinissaient ce que le public attendait des films d'action, influençant même des stars établies comme Donnie Yen, qui a admis plus tard que le travail de Tony l'avait poussé à élever ses propres scènes de combat. Avec une popularité mondiale croissante, les comparaisons avec des légendes des arts martiaux comme Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li étaient inévitables. Beaucoup pensaient que Tony était la prochaine grande star d'action qui pourrait amener le cinéma d'arts martiaux à une nouvelle ère. Son style explosif, ancré dans le Muay Thai traditionnel, apportait un réalisme brut à la chorégraphie des combats, en contraste frappant avec les passions d'action fortement stylisées et remplies de câbles du cinéma de Hong Kong. Même Hollywood a pris note, avec des réalisateurs et des producteurs cherchant à porter ses talents sur la scène mondiale. Jackie Chan lui-même a reconnu l'incroyable talent de Tony et voulait qu'il participe à Rush Hour 3, un mouvement qui aurait encore plus ouvert Tony au cinéma occidental. Des conflits d'horaires avec ONG Bak 2, cependant, l'ont forcé à passer à côté de cette opportunité. Les luttes en coulisses. Au sommet de son succès, la carrière de Tony Jaa semblait inarrêtable, mais en coulisses, des problèmes se préparaient. Sa relation avec son mentor, Pana Ritikre, l'homme qu'il avait découvert et formé, a commencé à se fissurer. Des différends créatifs ont surgi, entraînant des tensions qui ont affecté leur travail commun. Une des conséquences les plus significatives de leur relation tendue fut l'annulation d'un projet très attendu, Sword. Bien que ni Tony ni Pana n'aient ouvertement discuté de leur brouille, les fissures étaient évidentes, et l'impact s'est fait sentir dans la trajectoire de carrière de Tony. Pour quelqu'un qui avait bâti son succès aux côtés de son mentor, cette rupture fut un tournant majeur qui influencerait ses prochains mouvements dans l'industrie. À cela s'ajoutait le sentiment croissant de contrainte de Tony par son contrat avec Samongkol Film, le studio thaïlandais qui avait géré sa carrière dès le début. Le studio contrôlait tous les aspects de sa vie professionnelle, son emploi du temps, ses rôles dans les films et même ses revenus. Bien que le succès de ONG Bak et Tom Yum-goong ait fait de Tony un nom connu, les récompenses financières et créatives ne lui appartenaient pas entièrement. Ses mouvements étaient restreints, et malgré le fait qu'il était l'un des artistes martiaux les plus demandés de sa génération, il avait peu de pouvoir sur la direction de sa propre carrière. Cette mainmise du studio rendait difficile pour lui d'explorer des opportunités en dehors de la Thaïlande, même lorsque Hollywood commençait à frapper à sa porte. Les pressions commençaient à craquer sous le stress. La production de ONG Bak 2 devenait si lourde qu'elle était devenue intolérable. Il jouait dans ce film, et maintenant il devait même assumer le rôle supplémentaire de réalisateur, laissant son emploi du temps déjà chargé en cendres. Mais la production a rapidement dérapé. Il a été rapporté que Tony avait disparu du plateau et était porté disparu pendant des semaines, suscitant des ragots selon lesquels il aurait eu une dépression. Cependant, même cela n'était qu'une touche légère à la vérité. Se sentant piégé et épuisé, il a trouvé refuge dans un monastère bouddhiste, s'éloignant momentanément de l'industrie pour chercher la paix intérieure. Cette interruption soudaine a causé des ravages du côté du studio qui tentait de finaliser le film, entraînant des retards et d'autres complications. Même de retour dans l'industrie, ses malheurs n'étaient pas encore terminés. Tony était sous contrat avec Samongkol Film, qui était une encre le retenant et ne lui permettant pas de poursuivre de plus grands projets internationaux. En 2013, il a décidé de prendre le risque de gagner sa liberté, mais le studio ne laissait pas ses stars s'envoler si facilement. Ils ont essayé de l'empêcher de jouer dans Fast and Furious 7 et ont exigé jusqu'à 50 millions de dollars pour sa libération. Tout ce gâchis juridique et financier l'a coincé dans une situation très difficile. Par conséquent, il n'a plus travaillé dans une production thaïlandaise depuis. Bien qu'il ait réussi à intégrer des films occidentaux, à ce moment-là, les dégâts étaient faits, l'élan de sa carrière avait souffert et il n'a jamais tout à fait retrouvé cette magie qui en avait fait une sensation mondiale. Avec une pression croissante et sa carrière à un point de rupture,
Tony Jaa a pris une décision drastique qui a choqué les fans et l'industrie, il a tout abandonné. La disparition, devenir moine. Au sommet de sa carrière, Tony Jaa a pris une décision choquante qui a laissé les fans et l'industrie du cinéma stupéfaits, il a disparu des projecteurs et est devenu moine bouddhiste. En 2010, après des années de travail physique exténuant, une pression incessante de l'industrie et une bataille litigieuse avec Saamongkol Film, il s'est retiré du monde du cinéma et a cherché refuge dans la solitude paisible d'un temple. Pendant un temps, l'homme qui avait autrefois ébloui le public avec ses cascades défiant la gravité et ses coups fracassants a troqué les séquences d'action pour la méditation et la réflexion spirituelle. Cette décision abrupte a alimenté les spéculations. Certains prétendaient qu'il avait souffert d'une dépression, tandis que d'autres croyaient qu'il essayait d'échapper aux contraintes juridiques et financières de son contrat. Cependant, devenir moine n'était pas un geste inhabituel dans la culture thaïlandaise. L'ordination temporaire dans la vie monastique bouddhiste est une tradition courante, souvent considérée comme un moyen pour les hommes de chercher la clarté et d'honorer leur famille. Pour Tony, cela semblait être à la fois une réinitialisation personnelle et spirituelle. Après des années d'être contrôlé par l'industrie cinématographique, le temple lui offrait un rare sentiment de liberté, loin des contrats, de la célébrité et des attentes. Pendant cette période, il suivait une routine stricte de méditation, de prière et de vie simple, embrassant les principes du bouddhisme. Bien qu'il n'ait jamais explicitement déclaré que sa décision était motivée par les difficultés qu'il rencontrait dans l'industrie, beaucoup pensent que ses luttes avec Saamongkol Film et les pressions de la célébrité ont joué un rôle majeur dans son retrait. Cette disparition a laissé un vide dans le monde des arts martiaux. Elle a attisé les attentes des fans pour encore plus d'actions à couper le souffle et peut-être des rumeurs plus profondes concernant sa localisation. Certains ont longtemps soutenu qu'il avait abandonné le cinéma pour de bon, tandis que d'autres insistaient sur le fait qu'il se préparait pour un retour. Pendant ce temps, l'industrie cinématographique thaïlandaise a continué d'avancer, et l'élan considérable qu'il avait acquis avec ONG Bak et Tom Yum-gung a commencé à s'estomper. Les opportunités hollywoodiennes qui auraient pu le propulser vers l'avant ont été perdues, et d'autres stars des arts martiaux, comme Donnie Yen et Iko Uwais, ont pris la lumière en son absence. Le genre avait évolué, et le retrait de Tony de l'industrie risquait de le laisser derrière. Enfin, après une longue période d'introspection, Tony était prêt à faire son retour dans le monde du cinéma, mais dans des conditions nettement différentes. La présence autrefois conquérante de son pouvoir de star s'était considérablement estompée. Son retour a été accueilli avec enthousiasme, mais l'industrie avait changé au fil des années, tout comme la trajectoire de sa carrière. Le temps passé en tant que moine lui avait offert la paix intérieure, mais cela lui avait coûté un temps précieux dans le monde en rapide évolution du divertissement. Pour Tony Jaa, le retour au monde des films d'action n'était pas aussi simple que beaucoup l'auraient espéré, et bien qu'il ait fait son retour, il n'a jamais vraiment retrouvé le statut légendaire qu'il avait autrefois détenu. L'appel d'Hollywood et le virage dans sa carrière. Quand Tony Jaa est revenu de son temps en tant que moine, Hollywood l'appelait déjà. Son travail révolutionnaire dans ONG Bak et Tom Yum-gung avait capté l'attention des cinéastes internationaux, et il y avait une demande croissante pour amener son style unique d'arts martiaux sur la scène mondiale. Les producteurs hollywoodiens voyaient en Tony une star d'action potentielle qui pourrait suivre les traces de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Sa première grande opportunité à Hollywood est venue avec Fast and Furious 7 en 2015, où il a joué aux côtés de Vin Diesel et Paul Walker. C'était un projet de grande envergure qu'il a présenté au public occidental, mais malgré l'excitation entourant sa participation, son rôle était relativement mineur. Bien qu'il ait eu des séquences de combats mémorables, en particulier son affrontement intense avec Paul Walker, les fans ont rapidement remarqué que le film n'exploitait pas pleinement ses capacités. La poussée de Tony à Hollywood s'est poursuivie avec XXX, Return of Xander Cage en 2017, où il a rejoint un casting d'ensemble comprenant de grands noms comme Vin Diesel et Donnie Yen. Encore une fois, on espérait que ce serait un tournant pour lui, mais comme pour Fast and Furious 7, il n'a pas eu la vedette qu'il commandait autrefois dans ses films thaïlandais. La chorégraphie était fortement stylisée, et l'action brute, sans câble, qui l'avait rendu célèbre était largement absente. Beaucoup de ses fans ont estimé qu'Hollywood ne savait pas comment mettre en valeur ses talents correctement, le plaçant dans des rôles de soutien où il était éclipsé par d'autres stars d'action. La transition vers Hollywood n'a pas été aussi fluide que pour Jackie Chan ou Jet Li, et Tony a lutté pour percer de manière à pouvoir montrer tout son potentiel. Le langage a constitué l'un des plus grands défis pour Tony, qui avait perfectionné ses performances physiques pendant des années. Il a été confronté à un nouveau défi, jouer en anglais.
En 2014, cependant, il était suffisamment à l'aise pour être interviewé en anglais, bien que beaucoup pensaient que la barrière linguistique limitait les rôles qui lui étaient proposés. Les films d'action hollywoodiens exigent souvent des héros charismatiques et rapides à réagir, capables de gérer des scènes lourdes en dialogue, quelque chose que Tony n'était pas particulièrement à l'aise pour faire. Contrairement à Jackie Chan, qui utilisait l'humour et a trouvé une niche unique à Hollywood, ou Jet Li, qui a pris des rôles correspondant à son personnage stoïque et mystérieux, Tony était généralement relégué à des personnages avec peu de dialogue, le forçant à se projeter plus puissamment uniquement par ses scènes de combat. Un autre facteur majeur qui l'a empêché d'établir sa carrière à Hollywood était sa longue lutte avec Saamongkol Film. Le studio thaïlandais l'a retenu dans des contrats pendant des années, et lorsqu'il a finalement obtenu sa liberté en 2013, cela n'a pas été sans conséquences. Le studio a tenté de l'empêcher de jouer dans Fast and Furious 7 et a même exigé une compensation de 50 millions de dollars. Cette bataille juridique a signifié que Tony ne travaillerait plus régulièrement dans des productions thaïlandaises, le coupant complètement de l'industrie qui l'avait rendu célèbre. Il a continué à travailler dans des films comme Skin Trade, Never Back Down, No Surrender et Triple Threat. Cependant, aucun de ces films n'a pu égaler la gloire que ONG Back lui avait apportée. Il a obtenu beaucoup d'expositions, mais Hollywood ne lui a offert ni la liberté créative ni les rôles principaux qui auraient pu établir sa stature de véritable icône mondiale des arts martiaux. Malgré l'appel d'Hollywood, l'étincelle qui définissait autrefois la carrière de Tony Jaa commençait à s'estomper, laissant les fans se demander ce qui n'avait pas fonctionné. L'héritage et ce qui aurait pu être. L'impact de Tony Jaa sur le cinéma d'arts martiaux est indéniable. Lorsqu'ONG Back est sorti, il a changé le paysage de la réalisation de films d'action, influençant la chorégraphie des combats et élevant la barre pour le réalisme dans le travail des cascades. Son style explosif, ancré dans le Muay Thai traditionnel, a présenté au public mondial une forme de combat plus brutale et plus intense à l'écran. Même des vétérans de l'industrie comme Donnie Yen ont admis que l'émergence de Tony les avait poussés à affiner leurs propres séquences d'action. L'action brute, sans câble, qu'il a apporté à l'écran l'a fait sortir du lot dans un genre qui commençait à sembler trop dépendant des effets spéciaux et des séquences de combat chorégraphiées comme une danse. Pendant un temps, Tony était considéré comme l'héritier de Bruce Lee et Jackie Chan, beaucoup croyant qu'il serait celui qui mènerait le cinéma d'arts martiaux dans une nouvelle ère. Cependant, aussi rapidement qu'il s'est élevé, son élan s'est ralenti. Ses luttes avec Saamongkol Film, les pressions de la réalisation de ONG Back 2 et son bref retrait dans un monastère ont tous joué un rôle dans le déraillement de sa carrière. La mainmise du studio sur ses contrats l'a empêché de capitaliser sur le sommet de sa gloire, et lorsqu'il s'est enfin libéré en 2013, une grande partie de l'industrie était déjà passée à autre chose. Bien qu'il ait finalement percé à Hollywood, il n'a jamais eu le même contrôle créatif que Bruce Lee à Hong Kong ou Jackie Chan à Hollywood. Contrairement à ses prédécesseurs, Tony n'a pas pu façonner ses propres récits, il est resté un interprète dans les visions d'autres personnes, plutôt qu'un cinéaste capable de définir son propre héritage. Contrairement à ses prédécesseurs dans les arts martiaux, les personnages de Tony Jaa manquaient de profondeur. Alors que Bruce Lee et Jackie Chan ont créé leurs propres alter-egos emblématiques, transcendant les scènes de combat dans la sphère culturelle, les personnages de Tony se fondaient dans l'arrière-plan des actions. Dans ONG Back, il avait une des rares lignes mémorables, mentionnant son nom et son origine. Tom Yum-goong était entièrement centré sur sa quête d'un éléphant qui lui avait été volé. Contrairement à Bruce Lee, qui mettait en avant la compréhension des raisons pour lesquelles quelqu'un se bat, Tony s'intéressait davantage aux frissons physiques et extrêmes qu'à la résonance émotionnelle. Avec si peu de substance dans les intrigues, il était difficile pour Tony de se connecter avec un public au-delà de ses compétences en arts martiaux, ce qui l'a handicapé dans la transition vers d'autres rôles. Néanmoins, malgré ces désavantages, l'influence de Tony Jaa restera importante dans le genre de l'action. Ses séquences de combat sont toujours étudiées, sa conception de cascade inspire les actions, et, bien sûr, son héritage brille comme l'un des artistes martiaux les plus reconnus de l'histoire du cinéma. Cependant, la question demeure, s'il avait eu plus de liberté au début de sa carrière, aurait-il pu véritablement marcher dans les pas de Bruce Lee ? Hollywood aurait-il pu correctement nourrir ses talents pour en faire un porte-flambeau de la prochaine génération de stars d'action ? Eh bien, qui sait ? Ce qui est certain, c'est que Tony Jaa n'a peut-être pas suivi le chemin que les fans avaient toujours envisagé, mais ses contributions au cinéma d'arts martiaux resteront à jamais gravées dans l'histoire. Que pensez-vous ? Tony Jaa méritait-il mieux, ou a-t-il trouvé un autre type de succès ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur, appuyez sur le bouton j'aime,
Et si vous aimez les arts martiaux et le contenu des films d'action, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Et ne partez pas! Regardez la prochaine vidéo à l'écran pour découvrir d'autres histoires choquantes sur les plus grands noms du cinéma d'action. Vous ne croirez pas ce qui est arrivé à cette icône des arts martiaux.